En 2014, un avion de ligne entrait funestement dans l'histoire aéronautique en disparaissant mystérieusement des radars après avoir changé de route. Aujourd'hui, nous ne savons pas tout des circonstances ou des raisons de sa disparition, mais le vol MH370 reste un sujet de beaucoup de théories, plus ou moins sérieuses. Au-delà de la médiatisation intense, au-delà des hypothèses et des présomptions, et à quelques mois de possibles nouvelles recherches dans l'océan Indien, je vous propose un récapitulatif factuel du vol, des recherches et de toutes les données actuellement en notre possession, pour tenter de lever le voile sur le mystère du vol MH370. Nous sommes le 8 mars 2014 à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie. 227 passagers embarquent à bord d'un Boeing 777-ER de la compagnie nationale Malaysian Airlines à destination de Pékin, en Chine. Ils sont accueillis par 12 membres d'équipage, tous malaisiens. La grande majorité des passagers sont chinois, mais on compte également quelques Malaisiens et une poignée de 12 autres nationalités. Dans le poste de pilotage, le commandant de bord Zahari Ahmad Shah, 53 ans, est très expérimenté avec plus de 18 000 heures de vol. À ses côtés, Farik Abdul Hamid totalise près de 3 000 heures de vol et ce soir-là, le commandant de bord, également instructeur, sera chargé de le former à l'utilisation du 777 car Hamid pilotait auparavant des Airbus A330. Les deux hommes demandent qu'on charge l'avion à 49,1 tonnes de kérosène, l'équivalent de 7 heures et 31 minutes de vol, soit 2 heures de plus que le temps de vol estimé jusqu'à Pékin, une chose tout à fait banale. La météo s'annonce clémente sur tout le parcours prévu. L'avion prêt, il roule vers la piste 32 droite et décolle à minuit 40, heure locale. Branché sur la fréquence des départs de Kuala Lumpur, on leur donne l'autorisation de grimper au niveau 180, soit l'altitude de 18 000 pieds, et de voler directement vers le point Igari, un point de passage utilisé sur la route aérienne vers Pékin. Quelques minutes avant d'y parvenir, les contrôleurs autorisent le MH370 à monter à 25 000 pieds, puis 35 000 pieds, altitude que l'avion maintient conformément aux instructions radio. À 1h19 et 26 secondes heure locale, soit 17h19 UTC, l'avion quitte la zone de contrôle malaisienne et entre dans l'espace contrôlé du Vietnam. Les contrôleurs malaisiens demandent aux pilotes de passer sur la fréquence de contrôle d'Ho Chi Minh. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Ce seront les derniers mots reçus du vol MH370. Comme prévu, l'avion continue vers le point de passage Igari, mais après quelques secondes, le vol disparaît des écrans des contrôleurs. Les radars militaires malaisiens observent cependant l'avion grâce au radar primaire. Il est en train de virer très fortement à gauche, réalisant un demi-tour presque parfait en direction du sud-ouest. Les radars primaires malaisiens enregistrent son vol jusqu'à 2h22 du matin local, 18h22 UTC, alors que l'avion est hors de portée, aux alentours d'un point de passage nommé Mekar. Quelques heures plus tard, le vol est officiellement porté disparu et les recherches démarrent. Véritable succès commercial, le Boeing 777 est une merveille d'ingénierie. Produit dès le milieu des années 90, il est conçu pour offrir un juste milieu entre le 767 et l'immense 747. Pourvu de seulement 2 moteurs, il est tout de même considéré comme un gros porteur, de par sa capacité d'emport de plus de 500 passagers dans sa configuration maximale et jusqu'à 24 tonnes de fret. En soi, cela en fait l'avion de ligne à la plus grande capacité de transport de passagers, derrière l'Airbus A380 et le Boeing 747. Ces moteurs, construits spécialement pour lui, sont tout simplement les plus puissants du monde en termes de poussée. L'avion impliqué dans l'accident est un 777-200ER,
ou Extended Range, avec une autonomie maximale de 14 300 km et représente la variante du 777 la plus vendue au monde. Ce n'est pas la version la plus efficace et moderne du modèle cependant, puisque le 777 a vu l'arrivée du 300ER et du 200LR, et même une version uniquement destinée au cargo, le 777F. Jusqu'en 2013, aucun 777 n'avait subi d'accident mortel, le premier étant le 200ER d'Asiana Airlines le 6 juillet de cette même année à San Francisco, impliquant une erreur humaine. En ce qui concerne l'avion réalisant le vol MH370, immatriculé 9M MRO, il officie pour Malaysian Airlines depuis sa sortie d'usine le 31 mai 2002. Il totalise plus de 53 000 heures de vol et 7 526 cycles, un cycle étant un vol du décollage à l'atterrissage. Son fuselage a été vérifié 2 semaines avant le vol MH370 et ses moteurs Rolls-Royce en 2010. Aucun défaut, même mineur, n'a été relevé lors des différentes visites techniques et maintenances de routine effectuées sur l'avion ou ses moteurs avant le vol. Le seul point noir remonte à 2012, quand le bout de l'aile de l'avion avait percuté un A340 de China Eastern Airlines lors d'un roulage au sol. Les dommages avaient été réparés de façon conforme. Le MRO volait depuis près de 12 ans, un âge relativement jeune pour un avion de ligne, et plus jeune que la moyenne des 777 chez Malaysian Airlines. La veille du vol MH370, les systèmes de pressurisation et d'apport en oxygène avaient été vérifiés et tout fonctionnait parfaitement, sans fuite. À 17h39 UTC, 1h39 locale, les contrôleurs d'Ho Chi Minh Ville appellent le MH370 mais n'obtiennent aucune réponse. Ils informent leurs homologues de Kuala Lumpur et les 2 stations appellent conjointement l'avion sur leurs fréquences respectives, en vain. D'autres avions de la compagnie tentent de joindre le MH370 sur la fréquence d'urgence, mais aucune réponse ne vient et les heures passent. 3 niveaux d'urgence peuvent être déclenchés. L'INSERFA, qui signale qu'un avion ne répond plus aux communications et n'arrive pas à destination, l'ALERFA, qui renforce le caractère potentiellement grave de la perte de contact, et le DETRESFA, dans le cas où il est indéniable que l'avion est en situation d'urgence grave. 4 heures et 11 minutes après la perte de contact, le DETRESFA est déclenché et les recherches sont initiées, ce qui est plus long que ce que préconise la réglementation aérienne. Les premières recherches se concentrent sur la mer de Chine, autour du point Igari, l'endroit où l'avion a disparu des écrans des contrôleurs. Pendant 3 jours, les bateaux, hélicoptères et avions quadrillent la zone à la recherche d'éventuels débris, sans succès. En parallèle, de nouvelles informations arrivent au fil des heures le lendemain de la disparition du Boeing, avec des données des radars militaires perdant l'avion au point Mekar, confirmant que le MH370 a en réalité fait demi-tour complet et s'est rendu dans le détroit de Malacca en prenant soin de voler sur la frontière de la Malaisie et de la Thaïlande. Dès le second jour, tout le dispositif s'étend dans la nouvelle zone de recherche, toujours sans succès. Et pour cause. Suite à de nouvelles informations, reçues le 15 mars, il est désormais clair que non seulement l'avion ne se trouve plus aux abords de la Malaisie, mais il a volé pendant plusieurs heures avant de disparaître, probablement à court de carburant, quelque part dans le sud-est de l'océan Indien. Ces nouvelles informations proviennent d'un satellite qui a communiqué toute la nuit avec le MH370. À bord du Boeing 777 se trouve un système de communication par satellite, le SATCOM. Cette antenne relie l'avion au sol, quel que soit le territoire ou l'océan survolé, et permet de fournir des données techniques au centre de maintenance de Malaysian Airlines, mais aussi le divertissement en vol et les télécommunications. Dans le cas du MH370, le service était assuré par les satellites de la société britannique Inmarsat. Postée en orbite géostationnaire, cette constellation couvre la presque totalité du globe, à l'exception des pôles, rarement survolés par les avions de ligne. Au-dessus de l'océan Indien, ce soir-là,
le MH370 communique avec le satellite Inmarsat IOR I3. Lors du démarrage de l'avion à l'aéroport de Kuala Lumpur, le service SATCOM s'allume. Un signal, ou ping, est envoyé vers le satellite, ce qu'on appelle un logon request, ou requête de connexion. Le satellite relaie l'information jusqu'à une station au sol d'Inmarsat basée à Perth, en Australie, qui renvoie une réponse affirmative. Si pendant le vol, la station de Perth n'a pas de nouvelles depuis plus d'1 heure, elle envoie automatiquement un ping à l'avion. S'il le reçoit, il répond par un court message disant qu'il est toujours actif. On appelle ça un serrage de main ou handshake. Parmi les données normales envoyées via le SATCOM, il y a les données ACARS, qui relèvent la position, l'altitude et la vitesse de l'avion, ainsi que d'autres données techniques qui sont transmises automatiquement toutes les 30 minutes. Contrairement au SATCOM, qui se coupe dès qu'il n'est plus alimenté électriquement, l'ACARS peut être coupé depuis le cockpit. Pendant toute la première partie du vol jusqu'au point Igari, les données ACARS sont envoyées de façon tout à fait normale. À 17h07 et 29 secondes UTC, le MH370 transmet le dernier rapport ACARS de tout le vol, disant que l'avion est là où il est censé être. Les données techniques ne mettent rien de particulier en évidence et il reste 43,8 tonnes de carburant. Cela se passe 14 minutes avant la coupure volontaire du transpondeur dans le cockpit et la perte de contact radar. Par la suite, le système ACARS est coupé et le SATCOM également. À 18h25 UTC, l'avion envoie un nouveau logon request. Cela ne peut que signifier qu'entre 17h07 et 18h25, l'électricité à bord a été coupée, ce qui n'a pas empêché le pilotage, la navigation GPS et le fonctionnement des moteurs. À partir de là, l'avion communique bien au moyen de ping avec le SATCOM, mais n'envoie plus les données ACARS de position, d'altitude et de vitesse. Il est en revanche possible de contacter le cockpit par téléphone satellite. Plusieurs fois, on tente de joindre les pilotes sur le téléphone satellite du Boeing, et bien que le téléphone sonne bien dans le cockpit, personne ne décrochera jamais. De 18h25 et jusqu'à l'heure présumée du crash, l'avion va tout de même continuer de répondre au ping régulier du SATCOM. Au total, il y aura 7 handshakes, de 18h25 à minuit 19 UTC. Lors de ce dernier échange de signaux, ce n'est plus un ping envoyé vers l'avion pour vérifier s'il est toujours là, mais l'avion qui envoie un logon request. Cela ne peut avoir qu'une seule explication. L'heure coïncide avec l'autonomie de vol maximale du MH370. À court de carburant, les moteurs se coupent, ce qui coupe également l'alimentation électrique à bord, y compris celle du SATCOM. Pour fournir de l'énergie en urgence, le Boeing 777 déploie automatiquement la RAT, une sorte de petite éolienne, fournissant une alimentation électrique basique et permettant de relancer l'APU, l'unité de puissance auxiliaire. Pendant que l'avion plonge vers l'océan, à court de puissance, l'alimentation électrique est rétablie automatiquement et le SATCOM redémarre. Le Boeing envoie donc un logon request au satellite, son dernier signal. À 1h15, un ping est envoyé à l'avion, mais aucune réponse n'est renvoyée au satellite. Il est désormais clair que le MH370 s'est abîmé dans l'océan depuis près d'1 heure. Grâce aux données d'Inmarsat, il est désormais indéniable que le MH370 a volé plusieurs heures après sa disparition des radars, que le transpondeur et l'ACARS ont été coupés, volontairement probablement, et que 2 coupures électriques ont eu lieu à bord, à savoir près du moment de la perte de contact vers le point Igari, et lors du dernier signal à 1h15 lorsque les moteurs se sont éteints. En revanche, en l'absence des données de l'ACARS, les contacts avec le satellite Inmarsat ne fournissent pas la position de l'avion. En tout cas, pas directement. Car grâce à la science, de fins calculs vont révéler le parcours du MH370 lors de la nuit du drame. Les signaux échangés entre l'avion et le satellite voyagent à la vitesse de la lumière. En connaissant le temps de réponse du Boeing aux requêtes du satellite, il est donc possible de calculer la distance qui sépare l'un de l'autre à chaque ping.
C'est ce qu'on appelle le BTO, ou Burst Timing Offset. De cette manière, les enquêteurs ont pu placer ces points de passage et reconstituer un parcours approximatif, situant la fin du vol quelque part dans le sud-est de l'océan Indien ou plus au nord avec une fin de vol au Kazakhstan. Pour trancher entre les deux trajectoires, les enquêteurs calculent donc le BFO, ou Burst Frequency Offset. De la même manière que les sirènes d'une ambulance sonnent différemment si elles s'approchent ou s'éloignent d'un observateur, la fréquence des ondes radio des signaux envoyés par l'avion varie selon sa vitesse et sa position vis-à-vis du satellite. C'est l'effet Doppler. Grâce à ces calculs, les enquêteurs parviennent à déterminer sans l'ombre d'un doute que le MH370 a réalisé le parcours sud révélé par le BTO. Le 17 mars, le gouvernement malaisien demande à l'Australie de prendre la direction des nouvelles recherches dans le sud de l'océan Indien. Cela fait près de 10 jours que le drame a eu lieu. Il va falloir déplacer tout le dispositif de recherche sur des milliers de kilomètres jusqu'à la nouvelle zone, et cette dernière est si vaste qu'il y a désormais peu de chances de retrouver les boîtes noires. Celles-ci sont dotées d'une balise de localisation d'une durée de vie garantie de 30 jours et d'une portée de détection, au mieux, de 3 km. En plein océan, avec une mer agitée, il va donc falloir quadriller la zone en réalisant des zigzags à faible vitesse. Cette zone faisant plusieurs millions de kilomètres carrés, il n'y a que peu de chances de capter le signal des boîtes noires. Le 24 mars, le Premier ministre malaisien fait passer l'opération de recherche et sauvetage à recherche et récupération. 22 avions militaires et 19 navires de 8 pays ratissent la gigantesque zone, malgré la météo peu coopérative et la fatigue humaine. Il est désormais clair que les balises des boîtes noires sont éteintes. Les recherches se concentrent donc sur la détection de métal au fond de l'océan. Du 5 mai 2014 au 17 janvier 2017, les navires de recherche vont scanner plus de 710 000 km² du plancher océanique, ce qui représente la plus grande campagne hydrographique de l'histoire. Mais en vain. Il est décidé, ce même jour, de suspendre les recherches jusqu'à ce que de nouvelles informations permettent d'affiner la zone présumée du crash. En mai 2015, un premier débris est retrouvé sur la plage de l'île de la Réunion. Par la suite, 26 autres sont retrouvés, certains que l'on authentifie formellement, d'autres avec peu de certitude. Parmi ces 27 débris, 3 sont confirmés comme appartenant au MH370 dans le rapport malaisien. Un flaperon trouvé à la Réunion, un flap sur l'île Maurice et un autre de l'aile opposée en Tanzanie. Ces pièces, recouvertes de crustacés, permettent non seulement de confirmer le crash du vol MH370, mais vont aussi permettre, grâce à la biologie marine et d'autres sciences de l'océan, de remonter le chemin parcouru par les débris à travers l'océan Indien. D'autres calculs sont faits sur les données Inmarsat impliquant la mécanique orbitale. Le satellite oscille légèrement de par son orbite imparfaite, et la nuit du drame, il est brièvement passé dans l'ombre de la Terre. L'infime mouvement en orbite additionné à la perte de température ont donc induit quelques microsecondes d'erreur dans le temps de transmission, ce qui a pu fausser les données BTO et BFO. Les nouveaux calculs des données d'Inmarsat et l'analyse biologique des crustacés sur les débris vont permettre d'affiner la zone de recherche et la situer un peu plus au nord de la zone initiale. Le 16 janvier 2018, le gouvernement malaisien relance les recherches avec la firme Ocean Infinity sur un deal no find, no fee. Cela signifie que l'entreprise ne sera payée que si elle trouve des traces de l'avion au fond de l'océan. Cette campagne se termine le 29 mai 2018 après 200 000 km² du plancher océanique étudié en vain. En attendant de nouvelles recherches de l'épave dans l'océan Indien, les autorités malaisiennes restent prudentes et n'apportent aucune conclusion définitive sur la cause du crash du MH370. Ils retiennent qu'en effet, l'avion a bien dévié de sa trajectoire prévue, que ce changement de trajectoire et la perte de contact ont été réalisés de façon manuelle, et que les rapports envoyés par l'ACARS avant la perte de contact ne montrent aucune indication d'un quelconque problème technique, et que le reste du vol, stable et long, ne témoigne pas non plus d'une défaillance.
Ils ajoutent que rien n'exclut qu'une personne autre que les pilotes ait pu prendre le contrôle de l'avion, mais qu'aucun élément n'indique que ce serait le cas. Ils précisent également que les données des radars civils et militaires concordent et confirment bel et bien que le MH370 était l'avion suivi dans le détroit de Malacca et qu'il n'a à aucun moment eu une posture menaçante qui aurait déclenché une interception par l'armée de l'air malaisienne. Enfin, l'analyse des débris, et plus particulièrement du flaperon et du volet droit, a mené à la conclusion que les volets étaient vraisemblablement rentrés lorsqu'ils ont été arrachés de l'aile, ce qui suggérerait que l'avion n'était pas piloté dans ces derniers instants et qu'il n'y a pas eu de tentative d'amérir. Le dernier rapport malaisien en date ne fait en revanche aucune conclusion ferme et n'inclut pas certaines informations pourtant capitales qui peuvent favoriser la thèse du suicide du commandant de bord. Il y est en effet spécifié que la police malaisienne n'a rien trouvé sur les données issues du simulateur de vol de Zahari, ce qui en soi n'est pas un mensonge. En revanche, le disque dur effacé par le pilote et analysé par le FBI à la demande des autorités malaisiennes révèle qu'un mois avant la disparition du MH370, Zahari a réalisé au moins un vol similaire, incluant la fin de vol dans le sud-est de l'océan Indien. Cette information, révélée en 2016 par le New York Magazine, confirmée par les autorités australiennes et malaisiennes par la suite, ne figure pourtant pas dans le rapport d'enquête malaisien de 2018, qui se concentre uniquement sur les informations récoltées par la police locale. Ces faits ne font qu'ajouter de la confusion pour les familles des victimes qui demandent, à raison, que la lumière soit faite sur le drame. Zahari Ahmad Shah est un natif de l'île de Penang en Malaisie, le dernier territoire survolé par le MH370. Pilote de ligne depuis 1981 chez Malaysian Airlines, il officie sur Boeing 737 puis Airbus A330 et finalement Boeing 777, sur lequel il totalise près de 9000 heures de vol. Âgé de 53 ans, il est marié et père de 3 enfants. Son train de vie est plutôt au-dessus de la moyenne, mais rien n'est suspect. Passionné de pilotage, il a construit chez lui un simulateur de vol. C'est un homme passionné de cuisine, pour et avec sa famille, mais aussi un bricoleur très doué de ses mains. Il était décrit par son entourage personnel et professionnel comme quelqu'un d'aimable, plutôt facile à vivre et agréable à côtoyer. S'il rencontre des difficultés de nature à altérer son comportement ou sa vision de la vie, il n'en laisse alors jamais rien paraître. Farik Abdulhamid, lui, officie pour Malaysian Airlines depuis 2008. D'abord copilote sur Boeing 737, il vole ensuite sur Airbus A330 et quelques mois avant le vol MH370, démarre sa formation sur Boeing 777. Le soir de l'accident, il s'agit de son dernier vol de formation sur ce type d'appareil, sur lequel il ne totalise que 39 heures de vol. Selon les enquêteurs malaisiens, qui ne donnent pour autant aucun détail, aucun des pilotes ni des autres membres d'équipage n'a eu la moindre mesure disciplinaire dans son dossier, et aucun dépassement de la limite de temps de vol. Sur le plan médical et psychologique, encore une fois selon les autorités malaisiennes, rien n'est signalé lors des visites médicales, et les images de vidéosurveillance prises dans l'aéroport avant le vol n'indiquent rien d'anormal dans leur comportement. Les témoignages des proches, collègues ou autres personnes ayant côtoyé les pilotes ont en revanche apporté des éléments aux médias qui n'ont pas été pris en compte dans les conclusions du rapport malaisien. Les deux causes privilégiées du crash aujourd'hui sont un accident causé par un incendie ou le suicide-meurtre du commandant de bord. Sur le vol MH370 et les vols précédents comme suivants, le Boeing 777 de Malaysian Airlines transportait régulièrement 2 cargaisons particulières. Des mangoustans, un fruit produit dans le sud de la Malaisie et en partie en Indonésie, et 221 kg de batteries lithium-ion servant aux radios de marque Motorola. Ce dernier chargement, particulièrement dangereux si endommagé, a été inspecté manuellement et minutieusement par MAS Cargo, une filiale de Malaysian Airlines, mais aussi par les douanes avant d'être embarqué sur le vol. Il n'était pas pour autant classé comme bien dangereux car il respectait le règlement en matière de transport de batteries de ce type. Quoi qu'il en soit,
des précédents dans l'histoire de l'aviation font de ce chargement un suspect potentiel. Les batteries lithium-ion réagissent plutôt mal au choc et peuvent libérer une très forte chaleur et potentiellement une réaction en chaîne, très difficile à éteindre, en particulier au sol. En 2004, le vol UPS 1307, un vol cargo reliant Atlanta à Philadelphie, subit un incendie lors de son approche finale. La fumée envahit le cockpit. Les 3 membres d'équipage s'en sortent heureusement, mais l'avion est détruit après 4 heures passées à brûler sur le tarmac, et malgré l'action immédiate des pompiers. Un cas bien plus marquant est le vol UPS 6 au-dessus de Dubaï en 2010. Ce 747 cargo, ne comptant comme équipage que le commandant et le copilote, s'écrase après un incendie ayant envahi la cabine, rendant impossible le pilotage. L'avion, qui s'abat en périphérie de Dubaï, transportait 81 000 batteries lithium qui sont la cause de l'incendie et de la perte de l'avion et de son équipage. La piste de l'incendie pour le MH370 pourrait expliquer la coupure électrique générale avant le changement de trajectoire. Selon cette hypothèse, le feu aurait mené à la coupure de l'électricité, et donc du SATCOM et du transpondeur, et le changement de trajectoire résulterait d'une tentative de l'équipage de retourner en urgence en Malaisie. L'incendie aurait également pu percer le fuselage, causant une lente décompression, qui aurait éteint le feu mais vidé l'avion de son oxygène, endormant et tuant lentement l'équipage et les passagers, ce qu'on appelle un vol hypoxique. L'avion aurait ensuite continué sa route seul, à l'image d'un crash précédent, le vol Helios 522 en 2005. La seconde hypothèse retenue est le suicide-meurtre du commandant de bord. Plusieurs éléments pointent en faveur de cette thèse, qui a également un nombre non négligeable de précédents, le plus mémorable en France étant le crash du vol Germanwings 95-25, survenu presque 1 an jour pour jour après la disparition du MH370. Parmi les éléments pouvant favoriser cette hypothèse, la perte de contact, ayant eu lieu lors du transfert de responsabilité de contrôle aérien, le moment parfait pour se laisser le temps de disparaître, mais aussi le virage de demi-tour effectué manuellement, ou le vol similaire sur simulateur du commandant de bord remontant à 1 mois avant le drame, ou encore l'étrange virage à Penang, archipel d'origine de Zahari, avant d'emprunter des routes hors de tout territoire dans le détroit de Malacca. Autre élément troublant, lors de la perte de contact au point Higari, les contrôleurs n'ont pas perdu instantanément les données du transpondeur. Entre la position normale de fonctionnement et la position stand-by, il y a Alt-Off qui envoie des données partielles au contrôleur. Durant une demi-seconde, les écrans radars affichent des données partielles avant que tout ne disparaisse, ce qui veut dire, sans l'ombre d'un doute, que le transpondeur a été coupé par une action manuelle. Si cette hypothèse du suicide-meurtre s'avère juste, le commandant de bord aurait trouvé le moyen de s'isoler dans le cockpit, à l'image d'autres crashs volontaires précédents et suivants, et aurait déconnecté tout moyen de communiquer et de localiser l'avion. La trajectoire et le temps de vol pourraient s'expliquer par une volonté de faire disparaître toute trace de l'épave, et peut-être éviter que Zahari et sa famille ne soient pointés du doigt par les familles des victimes et les autorités. Mais, quoi qu'il en soit, si un suicide-meurtre a eu lieu, il est difficile de déterminer les motivations et le mode opératoire exact du commandant de bord ou d'une autre personne, tant ces cas étaient différents les uns des autres dans l'histoire aérienne. En avril 2016, le bureau d'enquête australien réalise avec Boeing des simulations reproduisant la chute du MH370 dans l'océan Indien. Cette étude a pour but de déterminer jusqu'à quelle distance l'avion a pu dériver entre le moment de la perte de moteur et l'impact final. Sachant que le moteur droit était en légère surconsommation, il est très probable que c'est ce moteur qui s'est coupé en premier. Pour compenser l'asymétrie, le pilote automatique devait utiliser la dérive. En conséquence, à l'arrêt des 2 moteurs, en l'absence de contrôle possible, l'asymétrie et la dérive ont très certainement créé une sorte de plongeon en spirale. Selon les simulations réalisées chez Boeing, le MH370 a pu s'écraser dans un rayon de 32 nautiques autour du point de début de la descente.
De nouvelles recherches étant prévues pour 2023 ou 2024, il est toujours possible de retrouver les boîtes noires du Boeing et il est également possible qu'elles soient toujours exploitables. En revanche, l'enregistreur vocal n'enregistre que les 2 dernières heures de vol et l'enregistreur de paramètres tout le vol. Même si elles sont retrouvées et exploitables, cela ne lèvera jamais totalement le voile sur ce qui s'est passé dans le cockpit au point Higari et par la suite vers Penang, le détroit de Malacca, et le virage final vers l'océan Indien. Dans le rapport de 2018 sur les actions ce soir-là à la tour de Kuala Lumpur, les autorités malaisiennes déclarent que les contrôleurs n'ont pas assez bien surveillé les vols sur l'écran radar, qu'ils ont transféré la responsabilité du vol d'une façon trop précipitée, qu'ils reposaient trop sur les informations de Malaysian Airlines qui s'avèreront fausses, qu'ils ont initié les procédures d'urgence de façon incorrecte et beaucoup trop lente, et qu'il n'y a eu aucune coordination avec l'armée de l'air malaisienne. Les contrôleurs vietnamiens sont eux aussi pointés du doigt, n'ayant pas informé Kuala Lumpur de l'absence de contact dans les 5 minutes réglementaires. Mais ce qui n'est pas abordé dans le rapport, ce sont les failles du côté des militaires malaisiens qui n'ont pas révélé en détail les données de leur radar et n'ont pas réagi suite à la disparition de l'avion, ce qui peut s'expliquer par l'absence de permanence opérationnelle et d'un laxisme notoire de la défense aérienne malaisienne en dehors du temps de guerre. Autre laxisme, ne figurant pas dans le rapport, le contrôle des passagers et de l'équipage à l'embarquement, fait de façon très sommaire, voire même pas du tout. Dans la communication également, les autorités malaisiennes ont leur part de responsabilité, particulièrement auprès des victimes. La communication froide, parfois passive-agressive, la rétention d'informations ou l'incapacité d'expliquer de façon simple et efficace comment les recherches étaient menées au jour le jour ont contribué, encore aujourd'hui, à nourrir des thèses plus ou moins farfelues sur le sort de l'avion et ont mené à faire douter de toutes les données factuelles que nous avons aujourd'hui. Le rapport du FBI, révélé en partie dans la presse, n'a à ce jour été diffusé intégralement qu'à un nombre très restreint de personnes, dont les experts de l'Independent Group, des chercheurs indépendants, mais il est soumis à une omerta et des ressorts diplomatiques compliqués. Aujourd'hui, le monde attend encore et toujours de la transparence et les données complètes actuellement aux mains des autorités malaisiennes, et le plus grand espoir de mettre un point final à la fois sur les circonstances du crash, mais aussi aux théories alternatives, malheureusement surmédiatisées, qui font profit de la détresse des victimes et de leurs familles, reste de retrouver l'épave, qui repose probablement à plusieurs kilomètres sur le plancher océanique indien, sur une zone encore vaste et compliquée à ratisser. Il n'empêche que le MH370 n'est pas une exception dans l'histoire de l'aviation, et ce, quelle que soit l'hypothèse privilégiée. Plusieurs fois, ces dernières décennies, des avions ont disparu sans jamais laisser de traces, pour des raisons encore inconnues à ce jour, et malgré des recherches intenses. Comme dans l'affaire du Rio-Paris, les données s'affinent et la zone probable du crash se précise. Peut-être qu'un jour, nous retrouverons l'épave de ces avions disparus et offrirons aux familles la possibilité de faire correctement leur deuil. J'espère que vous aurez aimé cet épisode, il a été écrit avec les conseils d'experts sur le sujet et loin des hypothèses parfois farfelues dont il a été notamment question dans le dernier documentaire de Netflix. Par respect pour les victimes, j'ai choisi de ne pas sponsoriser cette vidéo et de rester le plus factuel possible, afin que vous ayez tous les éléments sourcés et vérifiables de la catastrophe, dont des données mathématiques et scientifiques indéniables. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à soutenir mon travail avec un pouce en l'air, un partage, un commentaire cordial, et pour les plus généreux d'entre vous, un don sur les plateformes Patreon ou Ko-fi, dont le lien est en description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao!